Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a visité lundi à Jérusalem un monument en mémoire des victimes civiles et des soldats tombés lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre, alors que les Israéliens commémorent l'anniversaire tragique du plus grand massacre d'Israéliens dans l'histoire de l'État hébreu. ביום הזה, במקום הזה ובמקומות רבים בארצנו, אנחנו זוכרים את נופלינו, את חטופינו, שאנו מחויבים להחזירם, את גיבורינו שנפלו למען הגנת המולדת והארץ. עברנו טבח נורא לפני שנה, ואנו קמנו כעם, כאריות. Plus de 350 personnes se sont rendues sur le site du festival de musique Nova dans le sud d'Israël. Les participants ont écouté la dernière chanson qui retentit avant que des centaines d'amis et de membres de famille ne soient abattus ou pris en otage par le Hamas. À Jérusalem, des centaines de personnes manifestaient dans les rues avant de se rassembler devant le domicile du Premier ministre Netanyahou pour marquer cet anniversaire solennel et demander le retour des dizaines d'otages encore détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. לכל 101 חטופים בשם כולנו, כל עם ישראל, שלא נפסיק להילחם, לא נפסיק להשמיע את הקול שלהם, לא נפסיק להתעקש על הדבר הערכי והמוסרי והבסיסי ביותר, שהם יחזרו הביתה בשלום כמה שיותר מהר. La pire attaque terroriste de l'histoire du pays a fait presque 1200 morts et 251 otages, certains libérés, d'autres tués ou encore dans les mains de Hamas. Dans la bande de Gaza, depuis le 7 octobre, près de 42 000 personnes ont été tuées par l'armée israélienne. Le 7 octobre 2023, le Hamas a tué 1200 personnes et pris 251 otages dans le sud d'Israël. Un an plus tard, le chef de l'armée israélienne affirme avoir vaincu la branche militaire du Hamas. Une analyse que ne partagent pas tout à fait les experts interrogés par Euronews. Selon eux, malgré de lourdes pertes dans la guerre à Gaza, le Hamas continue de recruter et de reconstruire ses infrastructures souterraines. So, if, say, for example, we think it's lost 6,000 fighters, it also seems to be recruiting, or I should say, mobilizing about 6,000 members of its reserves, who are certainly not as well trained as the initial batch, but probably still able to hold a gun and fire rocket launchers at Israeli tanks. I think we can safely say that Hamas has been working to restore some of its damaged tunnels. L'assassinat d'Ismail Haniyeh, le dirigeant politique du Hamas en exil le 31 juillet 2024, a été un coup dur pour le groupe militant. En réaction, le Hamas a choisi pour lui succéder Yahya Sinwar, l'orchestrateur de l'attentat du 7 octobre, considéré comme beaucoup plus radical qu'Ismail Haniyeh. Decisions are taken by consensus in the Shura Council. Of course, Yahya Sinwar would have a strong voice because of what happened on October 7th and the way he is regarded within Hamas and maybe outside Hamas as a strong leader. And because he has Israeli hostages, that gives him a strong card. Les États-Unis et l'Union européenne qualifient le Hamas de groupe terroriste, mais selon les experts, il est impératif pour les efforts de négociation de maintenir la communication avec l'organisation. Alors que le conflit entre dans sa deuxième année, d'autres pays pourraient avoir un rôle à jouer dans les pourparlers. Countries like Norway, Switzerland can have talks with Hamas because they do not give them the political label of a terrorist organization. It's a political decision. And so the absence of channels, direct channels, is a problem because Hamas is, of course, a movement that fights the military occupation with violence. L'autorité palestinienne reste le principal interlocuteur des médiateurs pour trouver une solution politique au conflit. Mais l'analyste Hugh Lovat affirme que le Hamas, bien qu'affaibli, reste un acteur important dans la bande de Gaza. Let's be clear, Hamas is going nowhere, even having suffered as it has. It will always be able to, at the very least, oppose any outside intervention in Gaza, whether that is an Israeli intervention, as it is doing at the moment, or whether that is the intervention of the Palestinian Authority in the future, or an international force. Le nouveau chef du Hamas, Yahya Sinwar, affirme qu'il ne regrette pas l'attentat du 7 octobre 2023 et déclare toujours vouloir créer un État palestinien par les armes.
À l'occasion du premier anniversaire de l'attentat du Hamas sur le territoire israélien, plusieurs dirigeants européens ont tenu à saluer les victimes de cette tragédie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que les attaques du Hamas qui ont entraîné la mort de 1200 Israéliens et la prise en otage de 250 autres étaient un exemple de sauvagerie indicible. Elle a réitéré son appel à un cessez-le-feu et à la libération inconditionnelle des Israéliens toujours retenus à Gaza. Les autorités israéliennes affirment que près de 100 otages sont toujours en captivité, mais moins de 70 seraient encore en vie. Dans une vidéo publiée sur X, le chancelier allemand a de son côté regretté que tant de souffrances, tant de morts aient eu lieu des deux côtés du conflit. Olaf Scholz a déclaré que le gouvernement allemand continuait à faire pression en faveur d'un cessez-le-feu afin, je cite, que la population civile de la bande de Gaza puisse être mieux protégée. Dimanche, l'armée israélienne a annoncé une nouvelle offensive aérienne et terrestre à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, où se trouve un camp de réfugiés datant de la guerre de 1948 qui a entouré la création d'Israël. On estime que jusqu'à 300 000 personnes sont restées dans le nord de la bande de Gaza, tandis qu'environ 1 million ont fui vers le sud. La crainte de cette opération israélienne a incité des milliers de personnes à fuir la zone par tous les moyens. Ce dimanche, les autorités palestiniennes ont fait état d'importantes frappes israéliennes à Gaza. L'une d'entre elles contre une mosquée située dans le centre du territoire palestinien a tué au moins 21 personnes selon le ministère de la Santé du Hamas. Enfin, les autorités israéliennes ont déclaré avoir placé le pays en état d'alerte maximale pour faire face à d'éventuelles attaques, alors qu'elles s'apprêtent à organiser leur propre commémoration pour les victimes du 7 octobre. L'armée ukrainienne revendique avoir frappé le terminal pétrolier de Féodossia. C'est le plus important réservoir de carburant russe sur la péninsule de Crimée. La Crimée a été annexée par la Russie en 2014. Les autorités d'occupation russes indiquent qu'une partie du port de Féodossia est privée d'électricité et que des voies de chemin de fer sont interrompues. L'armée ukrainienne cherche à freiner l'avancée des troupes russes et à enrayer ces lignes d'approvisionnement. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que la guerre est entrée dans une phase très importante. Kiev espère convaincre ses alliés occidentaux de laisser l'armée ukrainienne utiliser ses missiles longue portée contre des cibles situées sur le sol russe. Selon l'Ukraine, dans la nuit de dimanche à lundi, l'armée russe a tiré des dizaines de drones et au moins 6 missiles, dont 3 en direction de la capitale. Le maire de Kiev explique que la chute de débris a causé d'importants dégâts matériels et provoqué un début d'incendie. Accolade chaleureuse entre Viktor Orban et Matteo Salvini ce dimanche à Pontida dans le nord de l'Italie. Les deux politiciens dont les partis sont rassemblés dans un groupe nationaliste au Parlement européen se sont retrouvés à l'occasion du meeting annuel du parti d'extrême droite La Ligue de Matteo Salvini. Leur objectif, se poser en défenseur des peuples européens face à une UE qu'ils qualifient d'éco-terroriste et de bureaucratique. Non possono fermare la Santa Alleanza dei Popoli Europei che oggi nasce da Pontida. Vi voglio bene e vi do la mia parola d'onore che io non mollo e non mollerò mai. Devant un public acquis à leur cause, les deux hommes s'en sont pris à la politique migratoire de l'Union européenne. Viktor Orban, qui est en froid avec le Parlement et la Commission européenne, a réitéré son refus d'accueillir des migrants et salué les actions de Matteo Salvini. Festeggiamo in Ungheria Salvini come un eroe, perché ha chiuso i confini e ha difeso le case degli italiani. Meriterebbe onorificenza e non procedimenti penali. Ce rassemblement était également l'occasion pour le Premier ministre hongrois d'apporter son soutien à Matteo Salvini face à ses ennuis judiciaires. Matteo Salvini is using this event to raise his profile and gain support after Italian prosecutors requested a 6-year jail sentence for refusing to disembark 147 migrants when he was Interior Minister in 2019. Matteo Salvini launched a petition in his defense, which has garnered around 100,000 signatures so far, with more expected to be collected today. Le verdict de ce procès, qui a débuté en octobre 2021, devrait être rendu dans les prochaines semaines. Servono a fare in modo che gli italiani capiscono cosa vogliono fare con quelle persone qua che vengono in Italia, cosa che vogliono fare. Io dico, è un'invasione, non è un'invasione, però è un momento critico
E Salvini ha fatto quello che doveva fare e l'ha fatto anche benissimo. Matteo Salvini et son parti La Ligue font partie de la coalition de la première ministre italienne Giorgia Meloni. En se rapprochant de Viktor Orban et de son groupe au Parlement européen, il pourrait semer la discorde. Le parti de Giorgia Meloni fait partie d'un autre groupe à Strasbourg, celui des conservateurs. Pour l'instant, elle ne s'est pas exprimée sur ce rapprochement. Un navire turc a quitté Istanbul samedi pour entamer une mission de recherche énergétique au large de la Somalie. Pendant 7 mois, le Ruch Reis collectera des données sismiques afin d'identifier de nouvelles réserves de pétrole et de gaz naturel. Les données seront ensuite envoyées à Ankara pour y être analysées afin d'identifier les sites de forage potentiels. Le navire empruntera le canal de Suez et la mer Rouge avant d'atteindre les eaux somaliennes vers la fin du mois d'octobre. Au début de l'année, les gouvernements turcs et somaliens ont signé des accords d'exploration maritime pour 3 zones offshore. Pour leurs travaux sur les micro-ARN, 2 biologistes américains ont reçu ce lundi à Stockholm le prix Nobel de médecine. Thor Ambros, 70 ans, et Gary Ruvkun, 72 ans, ont publié en 1993 des articles sur de minuscules molécules d'ARN, baptisées micro-ARN, essentielles à la régulation des gènes. Cette découverte a permis de comprendre leur rôle dans le cancer, le diabète, mais également dans des maladies auto-immunes. S'il a fallu attendre près de 40 ans pour récompenser leurs travaux, c'est parce que le comité Nobel attend généralement plusieurs dizaines d'années pour distinguer une découverte décisive. Exception en 2023 où 2 chercheurs avaient été récompensés pour leurs travaux qui ont permis le développement des vaccins ARN messagers contre le Covid-19. La saison des Nobel va se poursuivre tout au long de la semaine, avec notamment les très attendus prix de la paix vendredi et d'économie lundi prochain à Oslo.